tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui je vais vous présenter mes livres en fait que je devrais lire pour ma première partie de deuxième année de licence en lettres modernes. Donc je ferai une autre vidéo je sais pas, peut-être novembre, décembre, pour vous présenter la deuxième partie de l'année vu que l'année est divisée en deux semestres. Donc là ce sera le semestre 3 que je vais vous présenter. Et en novembre-décembre ce sera le semestre 4. Alors il me manque quelques bouquins parce que c'est des bouquins assez techniques que j'achèterai plus tard. Parce qu'en plus ils sont chers. Donc voilà. Mais de toute façon je vous dirai ce que c'est. Je vais faire matière par matière. Alors il y a 10 unités d'enseignement, sachant que de toute façon je vous expliquerai. Donc unité d'enseignement 1, histoire littéraire. Alors elle se compose de deux parties. La littérature du Moyen-Âge, où là c'est des bouquins de synthèse. Et la littérature du XVIe siècle, où là c'est des lectures de vacances. Enfin, comment dire, où là c'est des lectures des textes, pas des ouvrages de synthèse. En fait j'ai tout regroupé. Je me suis fait mon petit guide à moi parce que normalement c'est un truc de 80 pages. Et je voulais économiser du papier. Donc voilà. Alors, donc littérature du Moyen-Âge. Donc histoire de la littérature française, Moyen-Âge, d'Emmanuel Baumgartner. Donc le Moyen-Âge, 1050-1489-86, pardon. C'est une approche moderne de 10 siècles de création littéraire que proposent les 8 volumes de cette histoire de la littérature française, publiés sous la direction de Daniel Couty. Sachant que moi j'ai le 19e siècle, tome 1, déjà, là-bas. Moderne, c'est-à-dire incluant au sein d'un découpage chronologique des points de vue variés, débarrassés de toute exclusive expression de la société. La littérature est aussi expression des hommes qui la font. Aussi le champ de chaque volume va-t-il des cadres historiques et idéologiques dans lesquels elle s'inscrit au portrait de ceux qui la font. Mais la littérature, c'est avant tout des textes, univers de mots et d'idées, enjeux de conflits esthétiques ou autres, au rythme desquels se construit une véritable vie des lettres. Ouvrages de référence, comme en témoignent les très complètes chronologies et les bibliographies. Cette histoire de la littérature française est aussi un livre de plaisir. Plaisir de savoir, de comprendre et finalement de relire. Ce qui, de la chanson de Roland jusqu'aux œuvres les plus récentes, assure la permanence de la France dans le monde de l'esprit. Donc à mon avis, au fil du temps, j'achèterai comment dirait l'intégrale. Vu que c'est des trucs, ça se trouve en occasion. Donc voilà, ça se découpe l'univers intellectuel, les œuvres littéraires, bibliographie, repères historiques, renouvellement, voilà. Je vais pas passer 3 heures sur chaque œuvre, sinon ça va être un peu long. Ensuite, introduction à la littérature française du Moyen-Âge, Michel Zing. La littérature française naît au Moyen-Âge, mais elle s'inscrit dans la continuité des lettres antiques et d'une littérature latine toujours vivante. Elle est l'expression d'une culture largement originale et a pour véhicule une langue toute neuve. Des premiers textes écrits dans cette langue au IXe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle, elle couvre une très longue période et reflète ou modèle des sensibilités, un imaginaire, une esthétique, des valeurs dont nous avons parfois hérité. Ce volume offre un exposé raisonné, suivi et cohérent de la naissance et du développement de cette littérature pour mieux comprendre et mieux goûter les œuvres du
médiévale recouvre une période historique très étendue, du XIe siècle au XVe siècle. Je me demande si je sais pas. Non, si c'est bon. Qui rompt avec les canons de l'Antiquité et préfigure ceux des temps modernes. Elle offre une très grande diversité de genres, de formes et de thèmes qui ont forgé l'essentiel de nos discours lyriques, narratifs et dramatiques. De l'exemplarité de la chanson de Roland au roman arthurien, du roman de la Rose au roman de chevalerie, et enfin de la vie de Saint-Louis à François Villon. Les œuvres du Moyen-Âge demeurent les témoins vivants de 5 siècles de bouleversements culturels et de profonds renouvellements littéraires. Voilà pourquoi sans doute le Moyen-Âge exerce encore aujourd'hui une fascination certaine à laquelle ce livre fait écho, en présentant les auteurs phares et en analysant les œuvres clés. Voilà. Ensuite, introduction à la vie littéraire du Moyen-Âge. Pierre-Yves Badel. Alors, la connaissance du latin est, au Moyen-Âge, un privilège qui semble condamner à l'inculture ceux qui l'ignorent. Aussi la classe des chevaliers va-t-elle trouver dans un moyen d'expression nouveau, le français, l'outil qui lui permettra de donner forme à une culture profane autonome. Situé au point de convergence des synthèses historiques et de la critique des textes, cet essai vise à préciser le milieu social, l'univers mental et les traditions littéraires qui modèlent toute création poétique au Moyen-Âge. Pierre-Yves Badel présente tout d'abord les grands traits de la société féodale et chrétienne, le vocabulaire qu'elle impose à ses poètes, les idéaux qu'elle entend leur voir célébrer. Puis il définit les aspects d'une poésie dont les représentants innovent comme malgré eux, en voulant restaurer une tradition plus ancienne. Chansons de gestes, romans et ballades constituent le miroir où toute la chevalerie s'est réfléchie, trouvée, admirée, et peut-être finalement perdue. Et enfin, histoire de la littérature française, le Moyen-Âge. Alors c'est presque pareil que le premier, sauf que là c'est de Jean-Charles Payen. Ce volume embrasse plusieurs siècles de la France littéraire. Il distingue dans cet ample paysage les principaux massifs et en montre les beautés. C'est par un médiéviste reconnu qui fut professeur à l'université de Caen, le guide le plus récent et le plus clair dans une matière aussi dense que foisonnante. Il y a eu plusieurs volumes de l'histoire de la littérature française et je pense que je prendrai aussi l'intégrale parce que ça peut être intéressant. Je sais pas comment c'est fait, si ça se trouve c'est très bien écrit, mais par contre ce sera pas les mêmes auteurs, donc je ne sais pas, je verrai. Ensuite, lecture de vacances, donc littérature du 16e. J'ai mis des livres dans un carton. Donc nous avons tout d'abord Éloge de la folie d'Erasme. Best-seller européen dès sa parution, L'éloge de la folie, 1511, met en scène la déesse folie s'adressant facétieusement aux hommes pour leur montrer qu'elle gouverne le monde. Véritable dispensatrice de bonheur, fille d'ivresse et d'ignorance, Folie préside à toutes les circonstances de l'existence humaine. Elle rend possible le mariage et la maternité, régit chaque métier, soumet les rois et les prélats à son empire. Dans cette courte déclamation parodique, parangon de l'éloge paradoxal et du jeu sérieux qu'affectionnent les humanistes, Erasme se plaît à jouer la folie d'une manière qui n'est pas tout à fait folle. Ensuite, discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie. Le renom d'Étienne de la Boétie, ami de Montaigne, s'attache à un écrit composé à l'honneur de la liberté contre les tyrans. Comment expliquer qu'un peuple entier puisse ployer sous le joug d'un seul homme sans force ni prestige? À cette question, l'auteur répond que la servitude est volontaire,
ce sont les peuples qui, en acceptant de se soumettre, contreviennent à ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine, la liberté. Pourtant, et c'est là tout le scandale dénoncé par l'auteur, rien de plus simple que s'affranchir du tyran. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre, affirme-t-il, interrogeant les ressorts secrets de la domination. La poésie construit une œuvre majeure pour l'histoire de la pensée politique. Ensuite, essai Michel Montaigne. Alors il était conseillé de prendre, puisque des fois l'édition est au choix, et des fois l'édition est imposée. Donc là il conseillait de prendre cette anthologie. Son commencement est sans fin, donc présentation par Françoise Joukowski. J'ouvre les choses plus que je ne les découvre. Montaigne s'interroge et renonce souvent à conclure, parce que le réel n'est jamais simple. Cette défiance envers un savoir trop sûr de lui. Notre époque l'a fait sienne, et on retrouve l'expression vivante dans les essais, sur des problèmes qui nous concernent toujours, l'amitié, l'amour, le choc des cultures, les bassesses de la vie publique et le plaisir. Parce que j'avais dû lire les essais, le tome 1 des essais, pour en L1 et j'avais pas aimé, donc j'espère que ça ce sera plus simple à lire. Il y aura plus d'explications parce que le vocabulaire n'est pas le même, les tournures sont des fois compliquées, donc espérons. Ensuite, l'utopie de Masmort. Publié en 1516, l'utopie est un traité sur la meilleure forme de constitution politique déguisée en une fiction. Un récit de voyage vers l'île d'Utopie, inspiré de la récente découverte du Nouveau Monde. Dans cet éloge crypté paradoxal de l'humanisme, sur le modèle de la République de Platon, Thomas More nous invite à regarder l'ancien monde d'un œil neuf, depuis l'île d'Utopie, lieu imaginaire d'une réconciliation des contraintes, la nature et la raison, la sauvagerie et l'artifice. L'utopie est un modèle de bonheur, de sagesse et de justice sociale dont pourraient s'inspirer les Européens. Ce texte ésotérique dont le sens est partout caché, le récit de voyage déguise un traité politique, la carte de l'île d'Utopie dissimule une vanité et une critique radicale de la société qui témoigne d'un réalisme politique. Ensuite, 3 œuvres de Rabelais. Heureusement, j'aime bien Rabelais. Donc, on est les a là. Alors, le quart-livre. Gargantua est forcément Pantagruel. Donc, le quart-livre. N'étant pas parvenu à trancher en faveur du mariage ou du célibat de son ami Panurge, Pantagruel décide de consulter l'oracle de la dive Bouteille. Les pantagruélistes voguent d'île en île où ils rencontrent des peuplades monstrueuses. Cette odyssée allégorique et satirique qui dénonce les vices et les malheurs du temps, cupidité, couardise, vanité, tyrannie, idolâtrerie, est une des œuvres mères de la littérature universelle. Ensuite, Pantagruel. Dans l'univers rabelaisien, les êtres humains sont victimes de transformations physiques inquiétantes. Oreilles, épaules et ventre enflent. Parfois même, le corps entier se distend tel une outre gigantesque. Ainsi naissent les géants, dont Pantagruel, fils de Gargantua. Aussi burlesque que philosophique, le récit des aventures de Pantagruel promet d'être agité. Et enfin Gargantua. Le 3e jour de février, Gargantua naît de l'oreille de sa mère. Immédiatement, le nouveau-né
Non, c'était les hymnes, pardon. Les hymnes, les amours. Et alors, les hymnes, les amours. Et où il est le dernier? Bah alors, tiens donc, je ne le vois pas. C'est bizarre, je t'avais vu. Antistrophe. Oda Cassandre. Hymne. Hymne désastre. Pas ça alors. Ah voilà. Les discours des misères de ce temps. Voilà, je me disais bien. Donc voilà. Ensuite. UE2. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de temps, hein, mais après ça va aller vite. Littérature comparée. Donc l'Iliade d'Homère. Chant de la colère, déesse du fils de Pélée, Achille, colère funeste qui causa 1000 douleurs aux Achéens, précipita chez Hadès maintes âmes fortes de héros, et fit de leur corps la proie des chiens et des oiseaux innombrables. À plus d'un titre, l'homme occidental peut voir dans l'Iliade une œuvre fondatrice avant la grande expérience des tragiques. Ce poème d'une beauté violente dépeint pour la première fois l'être humain face à un destin qu'il a conscience de devoir accomplir. Et la chanson de Roland. Texte fondateur. La chanson de Roland du Clerc du Dolde fut d'abord un poème de la croisade, pénétré des rêves et préjugés des seigneurs qui allèrent lutter en Espagne autour de Saragosse. La célèbre chanson de geste était destinée à renforcer l'enthousiasme pour la guerre sainte. Elle est aussi le miroir des conflits et des tensions de la société féodale, entre la justice et le droit, le service du suzerain et l'exaltation de soi, la défense de la foi, la fidélité au contrat vassalique. Elle est l'instrument d'une glorification des relations familiales entre Charlemagne et son neveu Roland, guerrière entre Roland et Olivier, et amoureuse entre Roland et Aude. Mais la fiction dépasse l'histoire. Rude, violente et profonde dans l'expression des sentiments, elle confère aux figures héroïques une vraie réalité poétique et fait de ce chef-d'œuvre l'une des plus hautes expressions du mouvement créateur qui anime alors le monde médiéval. Voilà, ensuite on passe à UE3, littérature médiévale, Érec et Énide, de Chrétien de Troyes. Premier roman du premier grand romancier français, Érec et Énide, vers 1170, met pour la première fois en scène le roi Arthur et le chevalier de la table ronde. Cette œuvre si déterminante pour l'évolution du roman médiéval nous étonne par sa diversité. Roman d'aventure autant que roman d'amour, roman merveilleux et roman courtois, roman enfin de la joie d'un couple qui devient la joie de tout un royaume, à Bratigan, puis à Nantes. À partir d'un manuscrit bourguignon, cette édition fait appel à l'ensemble de la tradition manuscrite d'Érec et restitue le texte dans son intégralité. Ensuite, UE4, littérature du 16e. Là, je vais étudier vraiment Pantagruel, donc je vais pas vous relire le 4e. Ensuite, UE5, ancien français. Ce sera une étude sur Érec et Énide, donc je vais pas vous le relire encore une fois. UE6, anglais, ce sera un corpus de textes avec des exercices, pas d'œuvre principale à lire. Ensuite, UE7, poétique du récit. Alors, on a tout d'abord, ça c'est pour après, le discours du
Vincent Jouve. Ah, vous voyez, public cycle L de lettres modernes. Donc, poétique du roman, l'ambition de ce livre est d'initier le lecteur à la poétique du roman, c'est-à-dire aux différentes méthodes critiques qui intègrent l'analyse formelle dans leur démarche. Ouvrage de synthèse, alliant l'exposé théorique à l'étude concrète, il se divise en deux parties. La première présente les approches narratologiques et sémiotiques, mais aussi les derniers développements de la psychocritique et de la sociocritique, ainsi que les apports les plus récents de la linguistique, de l'énonciation et des théories de la lecture. La seconde propose, à titre d'illustration, des analyses précises, toujours centrées sur une dimension particulière du roman. Cette quatrième édition fait état de nombreux travaux qui, ces dernières années, ont enrichi notre connaissance du récit. La nouvelle narratologie et les études culturelles sont désormais prises en compte, et un nouveau chapitre sur le plaisir du roman complète l'ouvrage. Comme je vous ai dit, ça peut être très très intéressant, surtout s'ils prennent des exemples et tout ça. En fait, le plus intéressant, c'est les exemples pour mettre au clair la théorie. Ensuite, U8, grammaire et stylistique. Donc ça, j'aurai les informations à la rentrée. Ensuite, la U9, c'est les livres que je n'ai pas. Expression orale, ça c'est des approfondissements disciplinaires. Donc on pouvait choisir, j'hésitais entre corps, sexe et littérature, où il y avait Carmen en lecture, Gabriel, donc Carmen de Mérimée, je disais quoi moi, Carmen, oui, Gabriel de Georges Sand, La Dame à la Louve de Vincent Vivienne, il me semble, et le dernier, je m'en rappelle jamais. Alors attendez, Carmen, Gabriel, La Dame à la Louve, ah oui, et Sarrasine de Balzac. Donc j'ai pris donc j'ai pris expression orale. Donc j'aurai à lire la fonction persuasive, anthropologie du discours rhétorique, origine et actualité, Emmanuel Damblon. Ensuite, Joël Garde Tamine, la rhétorique. Après, deux œuvres de Martine Joly, introduction à l'analyse de l'image et l'image son interprétation. Et enfin, Emmanuel Tabé, convaincre, persuader, délibérer. Donc voilà, donc ça parce que, comment dire, ça, dans la présentation de la matière, il proposait d'aider à la préparation critique, je dirais, à, à donner à argumenter, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, justement à l'art de la rhétorique, quoi. Voilà, l'art de parler, de s'exprimer, d'émettre de la critique ou comment dire, de, ouais, voilà, de la critique. Pas forcément, alors quand je dis critique, c'est pas forcément négatif, mais l'analyse, voilà, l'analyse de la rhétorique. Et ensuite, on va passer à l'UU10 parce que ça va être trop long sinon. Projet de l'étudiant, métier du second degré, comme j'ai pris option second degré. Principe et enjeu du système éducatif, donc là je verrai à la rentrée, je sais pas si je propose quelque chose. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, avant bien sûr novembre-décembre pour la présentation du quatrième semestre, donc deuxième partie de la deuxième année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé un peu à comprendre et à voir quel travail je vais fournir. Alors il y a beaucoup de lectures. Je vous avoue au premier semestre, non, en première année, voilà, et au second semestre, donc de la première année, la lecture j'ai un peu traînassé, j'ai pas beaucoup lu. En plus avec tout ce qui s'est passé, c'était à distance, donc j'ai eu un gros blocage début du confinement, donc ça m'a pas aidé. Mais bon, j'ai quand même eu mon année, donc ça va. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut ne pas lire, hein. Pas du tout. Si vous avez des œuvres